TNT bi wari ngir woyofal sa àdduna. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le chef de l'État veut s'inspirer du modèle chinois pour une gestion attractive du parc industriel de Diamniadio, une ville que le président de la République veut aussi attrayante de par son paysage, à l'image de Suzhou, cette ville culturelle chinoise que le président Macky Sall a visité ce jeudi. Dans notre série sur la campagne agricole, nous ferons le point à Kolda. Nous irons aussi à Fas-Ngueran dans le département de Koungheul où l'ASC de la localité met le maraîchage et la riziculture au service du sport et du social. Parmi les bons plans vacances, il y a aussi les plages. Quand elles sont autorisées, c'est encore l'idéal. Dans Carnet Vacances, on vous dresse la liste de celles qui sont sans danger à la baignade. N'hésitez donc pas à vous munir de vos trikini et tenkini, entre autres idées de maillots de bain tendance que vous pourrez adopter. Et comme tous les samedis, Rétroviseur est au rendez-vous. Ce numéro vous permet de revoir Aliba, l'américain de la radio Sénégal. Donc, cette ancienne voix de la radio que nous retrouverons dans Rétroviseur. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais tout à l'heure en titre, le chef de l'État était l'hôte de la ville chinoise de Suzhou. Le président Macky Sall entend s'inspirer de la beauté du paysage de cette ville culturelle pour l'aménagement d'espaces verts dans le pôle urbain de Diamniadio, un projet que les autorités provinciales comptent accompagner. Les détails avec notre envoyé spécial Oumar Nying. Quand le président de la République arrive à la gare ferroviaire de Hanzhou, le TGV est déjà prêt pour le départ. Direction Suzhou. À bord, le confort est réglé. Le train roule à 300 km à l'heure, parfois même plus. Au bout d'1h45 de trajet, arrivé à destination. Le jardin classique de Suzhou a été la première étape de la visite. Classé patrimoine culturel de l'UNESCO, cet endroit très fréquenté est le symbole de la richesse culturelle de cette ville. Le président Macky Sall a découvert un lieu où les plantes qui sortent de l'eau côtoient les roches et autres bâtiments historiques. C'est une pierre de minéral de fer. Dans ce site touristique, le passage du chef de l'État est un honneur pour les autorités locales. Le représentant du parti au pouvoir dans la province l'a dit au président Macky Sall à l'occasion d'une réception. Dans le sillage du président Xi Jinping,
Il a magnifié la coopération entre le Sénégal et la Chine. Je vous admire pour votre contribution pour promouvoir les relations bilatérales. On espère que la province de Jiangsu va contribuer davantage dans les relations bilatérales avec le Sénégal. Premièrement, renforcer la coopération en matière de la capacité de production, puisqu'on a des industries d'atouts locaux comme le textile, les vêtements, les matériaux de construction. On va recommander les entreprises dans ces domaines pour s'investir au Sénégal. Le président de la République s'est réjoui de l'hospitalité chinoise qui s'est encore manifestée ici. Au-delà, il compte mettre à profit la beauté du paysage. C'est avec beaucoup de plaisir que ma délégation et moi-même venons visiter votre belle province. La ville de Suzhou, comme Hangzhou, mérite bien le titre de paradis sur terre. D'ailleurs, j'ai été vraiment inspiré par la végétation, l'harmonie des paysages. Pour dire à M. l'ambassadeur du Sénégal, je souhaiterais trouver une entreprise d'ici qui nous ferait l'aménagement urbain dans le pôle de Diamniadio, faire du reboisement le long de l'autoroute, aussi fleurir un peu cet espace. Nous sommes prêts à le financer et à trouver des professionnels qui pourront dès à présent nous aider dans cette nouvelle ville verte. Les autorités provinciales ont montré toute leur disponibilité pour la réalisation du projet. En attendant, gratitude et reconnaissance à l'endroit de l'hôte de marque. Nous restons dans cette ville chinoise de Sunzhou où se trouve également un gigantesque parc industriel que le président Macky Sall a visité avec beaucoup d'intérêt. Il s'est agi pour le chef de l'État de s'inspirer d'un modèle d'administration pour voir comment rendre attractif le parc industriel de Diamniadio. Les explications de notre envoyé spécial au Malinga. Dans la ville de Suzhou, le président de la République visite un des éléments constitutifs du gigantisme chinois. L'exposition est édifiante. C'est pratiquement une ville qui est construite ici. Qui est en train d'être construite puisque le projet se poursuit en dépit de tout ce qui a été fait. Le processus a démarré en 1994. Aujourd'hui, ce projet de la coopération entre la Chine et Singapour a atteint sa vitesse de croisière. Pour un président aussi ambitieux pour son pays, ce projet est d'un grand intérêt. En fait, quand on parle ici du parc industriel, il faut comprendre une ville dans toutes ses composantes, aménagement, développement, mais aussi toutes les activités économiques qui doivent cohabiter avec les activités d'habitat, de loisirs. Et si l'on compare un peu avec ce que nous faisons à Diamniadio, en vérité, nous sommes dans un parc de sujets en miniature au niveau de Diamniadio, non pas seulement dans la partie industrielle que nous avons lancée sur 50 hectares, mais dans le concept du pôle urbain lui-même, puisque nous avons démarré quelques pièces, quelques aspects. C'est le centre de conférence, les universités, ce sont les logements, c'est aussi demain la cité du savoir, ainsi de suite. Et à partir du moment où l'État aura fini de mettre l'infrastructure, c'est-à-dire les routes, la voirie, l'assainissement, et les réseaux divers, alors, et la législation qui va être mise en place pour qu'elle soit attractive. Parce que tant que nous n'avons pas une législation attractive pour un parc industriel, bien entendu, les compagnies ne viendront pas. Donc c'est tout ce package qui va être mis en œuvre. Et je pense que ce passage a été très instructif pour l'équipe qui m'accompagne et pour moi-même, pour indiquer qu'en peu de temps, on peut transformer radicalement des situations. Au-delà du virtuel, c'est une réalité qui est visible à l'image de Igerbus. C'est une entreprise de fabrication automobile visitée par le président Macky Sall. Les véhicules fabriqués ici roulent dans 94 pays, dont le Sénégal. La preuve par ces deux bus acquis par Sénécartour.
En y prenant place, le chef de l'État donne l'image d'un pays au cœur du commerce mondial. Retour chez nous pour parler de la clôture des vacances citoyennes édition 2016. La cérémonie a eu lieu ce matin au Grand Théâtre. Elle a été présidée par le Premier ministre, occasion saisie pour revenir sur les différentes activités qui ont été déroulées pendant 33 jours. La promotion de l'emploi des jeunes, le civisme, entre autres activités socio-éducatives, étaient au menu. Ibrahim Ndonga. Debout comme un seul homme, l'hymne national à l'honneur. C'est avec cet esprit civique qui gouverne les vacances citoyennes que la cérémonie de clôture a commencé. Après quoi, place à la projection de ce film, un film essentiellement axé sur les 78 activités de la caravane. Pendant un mois, c'était le contact direct entre le ministre et la jeunesse. Le président Macky Sall a toujours fondé beaucoup d'espoir pour élever le Sénégal au rang des pays émergents. Aussi, vous me permettrez, au nom du président de la République, M. Macky Sall, de vous renouveler notre témoignage de satisfaction et celle de la nation tout entière pour le travail immense que vous avez abattu durant cette période. Toutes les 14 régions du Sénégal ont été visitées par la caravane. Le comportement des jeunes porteurs de projets a été bien apprécié. À travers ces caravanes, les jeunes ont démontré leur amour pour la patrie, leur amour pour la République. Ils ont su démontrer qu'ils pouvaient s'unir et se retrouver autour de l'essentiel. Engagement républicain des jeunes pour l'émergence, c'est le thème de cette édition. Un thème qui en dit long sur l'intérêt que le président porte à la jeunesse. Vous avez vu dans le film tout à l'heure ce qui se fait à travers les fermes et à travers les domaines agricoles communautaires. Vous avez vu dans ce film ce qui se fait en matière de promotion de l'auto-emploi avec ce budget de 3 milliards et qui sera porté à 10 milliards. Conformément aux orientations du plan Sénégal émergent, des mesures pertinentes sont aujourd'hui engagées par le gouvernement. C'est l'occasion pour nous de magnifier l'engagement des plus hautes autorités sur la question de l'insertion sociale et économique des jeunes. Ces mesures, dont certaines ont déjà des impacts visibles auprès des cibles, couvrent un large spectre d'actions. Amélioration des conditions de vie des jeunes, de la couverture sanitaire, du logement, de la formation et de l'accès à des emplois durables et sécurisés. Sur un autre point, le chef du gouvernement est revenu sur le comportement civique des jeunes. Le premier défi à relever pour l'atteinte des objectifs de développement et d'émergence que nous nous sommes fixés est celui de l'engagement républicain et citoyen. L'état d'esprit dont je parlais, qui, à mon avis, est le substrat de toutes les transformations sociales nécessaires à l'atteinte des objectifs projetés dans le PSE à l'horizon 2035. C'est en apothéose que la clôture a été faite par le Premier ministre. Un sketch sur la citoyenneté a été joué par le groupe théâtral de Yoff, sans oublier la prestation du groupe Bakalama et celle de Carloti. Une manière de terminer en beauté l'édition 2016 de la caravane des vacances citoyennes. Et nous ouvrons la série sur la campagne agricole. À Kolda, le secteur se bonifie et offre des lendemains meilleurs. C'est le constat fait sur le terrain par le ministre de tutelle. C'est dans le cadre du suivi de la campagne agricole. Donc, nous retrouvons Pendambo pour plus de détails. À Kolda, une haute agriculture est en train de voir le jour, une agriculture moderne, productive et autosuffisante. Déjà, pour cette présente campagne, les signaux sont au vert et du coup, les récoltes sont prometteuses dans cette partie de la Casamance naturelle. Nous constatons sur le terrain, avec l'ensemble des acteurs que nous avons enregistrés dans cette zone pour 2015, une production de 160 000 tonnes de paddy, qui dépasse les besoins de la région. C'est dire donc que lorsque le président de la République nous prescrit de tout mettre en œuvre pour que les zones qui sont au-dessus de 800 mm puissent assurer effectivement
leur approvisionnement sur une base endogène, nous avons ici un exemple concret. Kolda nourrit effectivement Kolda en riz. Nous avons reçu les semences et les engrais grâce à la Sodagri. Et depuis qu'on s'est lancé dans la culture du riz, nous avons dit adieu à la pauvreté. On nourrit nos familles et on vend le reste pour régler nos problèmes financiers. Autant on connaissait la famine et la pauvreté, mais maintenant tout est réglé. L'acquisition du matériel agricole nous a beaucoup facilité la tâche. Autre cas de figure, la vallée de Saré-Wanyang, située dans le département de Vélingara. Ici et partout dans le Fouladou, l'autosuffisance alimentaire n'est plus une utopie, mais une réalité. Les jeunes sont là. Il n'y a pas maintenant de jeunes qui peuvent aller à l'extérieur parce qu'on a vu que c'est rentable. Avec la production de riz, j'ai pu acheter 2 tracteurs, j'ai fait ma maison. Et vraiment, je suis en train de voir comment envoyer ma mère ou mon grand frère à la Mecque. Tout ça, c'est des résidus de riz. Même si le rendement, on était de 3,50. Actuellement, on est à 7,8 au niveau du secteur 5 et au niveau du bassin. Si vous voulez atteindre le développement d'un pays, il faut retourner sur la terre. Et Macky Sall, lui, il a pensé à ça et il l'a fait. Et aujourd'hui, je suis sûr, ce qu'il a dit en 2017 pour atteindre l'autosuffisance en riz, ici, nous, dans le bassin de Kolda, dans le bassin de l'Anambé, nous, Kolda, nous allons nourrir Kolda. Avant d'aller sur le terrain, la tutelle a procédé à la remise de matériel agricole post-récolte aux producteurs de la région, une initiative du PADER et du PDRS. L'autosuffisance alimentaire, ce n'est plus un rêve. En tout cas, chez moi, c'est une réalité. Parce qu'il y en a. Nous mangeons ce que nous avons cultivé depuis l'année dernière. Et ça reste. Je vends du maïs 5 mois. Et à un prix très abordable. Accès à tout le monde. Donc vraiment, nous ne cesserons de remercier le ministre de l'Agriculture, l'État du Sénégal et les partenaires. L'État du Sénégal, en ce qui le concerne, fera tout, absolument tout, pour qu'il y ait une élévation du niveau de mécanisation dans cette zone. Nous ferons tout, absolument tout, pour que cette zone puisse disposer de semences. Nous ferons tout, absolument tout, pour que les vallées soient utilisées de façon optimale. Ce matériel est composé de batteuses, de décortiqueuses, de motoculteurs et de charrettes. Il a coûté plus de 80 millions de francs CFA et permettra aux producteurs d'augmenter les rendements, les superficies, mais aussi assurer la transformation des produits. Développer l'agriculture pour soutenir le sport et le social des jeunes de Fass Nguérane, c'est l'option prise par l'ASC de cette localité de l'arrondissement de Makayop. Diamano de Fass Nguérane s'active dans le maraîchage et la riziculture. Mamadou Samambo est allé à sa rencontre. Maram Dramé est membre de l'encadrement féminin de l'ASC Diamano de Fass Nguérane. Nous sommes dans la zone de Makayop, dans le département de Koungheul. Notre rôle était juste de supporter l'équipe, de servir de l'eau pendant les matchs et d'applaudir. Maintenant, notre statut est plus important. Nous cultivons aux côtés des jeunes et profitons ensemble du fruit du travail. Depuis quelques années, l'ASC a changé de paradigme. Aux activités sportives et culturelles des Nawetan est venue se greffer une entreprise verte. Les ASC étaient confinés au sport et aux activités culturelles. Elles ne mettaient pas en valeur le potentiel économique. C'est ce que nous faisons maintenant. Nous avions demandé à nos autorités et aux programmes nationaux de nous aider à faire du maraîchage. Après une année, l'expérience a été concluante et nous avons demandé plus de terre. Là, on nous a attribué 50 hectares et nous mettons du mil et du riz en attendant. Pour la partie horticulture, le résultat n'a pas tardé. En 2 saisons, Diamano de Fass Nguérane a fait près de 20 millions de recettes. À chaque fin de récolte, la majorité des jeunes prenaient leur sac et partaient en ville pour chercher du travail. Avec cette exploitation, il n'y a plus d'exode ici. Les jeunes restent au village. Aussi, quand on a des légumes, du riz et du poisson, on n'a plus de problème de nourriture.
L'impact sur le quotidien des jeunes du village et sur le fonctionnement de l'ASC a suffi pour convaincre de la pertinence de l'option prise par cette équipe. Lors des regroupements de l'ASC, nous dépensons moins d'argent car nous avons tout ce qu'il faut pour préparer les repas et utilisons les recettes de la vente pour financer le déplacement des joueurs. Grâce à cette activité, les jeunes parviennent à entretenir leurs épouses et leurs enfants. Ils aident même leurs parents. Il y en a qui font de l'épargne pour investir dans d'autres activités. Les dettes que nous contractions pendant les périodes de soudure appartiennent au passé. Les jeunes construisent leurs chambres ou achètent des chevaux et du matériel agricole. Ils prennent même femmes. Aujourd'hui, Diamano de Fass Guérane voit plus grand. Elle envisage de faire forer un forage sur le site de l'exploitation agricole. Ce, pour juguler les problèmes d'eau, augmenter les surfaces horticoles et exploiter au maximum possible les réserves de terre du terroir. Voilà pour la série sur la campagne agricole. Troisième réunion ordinaire du comité politique monétaire, du comité de politique monétaire donc de la BCEAO. Les principales évolutions de la conjoncture économique ont été passées en revue. Compte rendu Anne-Marie Gomis. Au plan mondial, l'activité économique se déroule à un rythme modéré, avec une croissance moins forte dans la majeure partie des pays industrialisés, déclare le comité de politique monétaire de la BCEAO. Pour sa troisième réunion ordinaire de l'année, les hausses les plus importantes ont concerné les prix du baril de pétrole brut, du caoutchouc, du café entre autres, contrairement à la situation interne de l'Union. L'évolution de l'activité économique s'est maintenue à un rythme soutenu. Le taux de croissance du produit intérieur brut s'est situé à 7,2% contre 7,5% le trimestre précédent. Le comité de politique monétaire a noté que l'exécution des budgets des États membres de l'UEMOA au cours des 6 premiers mois de l'année 2016 s'est soldée par un déficit global, base engagement, dont compris de 678,1 milliards, soit 2,3% du PIB, contre 879,8 milliards ou 3,4% du PIB un an plus tôt. Pour ce qui concerne l'évolution des prix au sein de l'Union, une baisse a été notée. L'inflation de l'UEMOA en glissement annuel a décéléré pour se situer à 0,5% à fin juin 2016 contre 0,8% à fin mars 2016. À l'horizon de 24 mois, le taux d'inflation en glissement annuel est projeté à 1,6% en phase avec l'objectif de stabilité des prix poursuivi par la Banque centrale. S'agissant des conditions monétaires, elles se sont légèrement resserrées dans l'Union au cours du deuxième trimestre 2016. Sur le compartiment à une semaine du marché interbancaire, le taux moyen pondéré s'est établi à 4,08% contre 3,82% le trimestre précédent. En conclusion, le comité décide de maintenir inchangé le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérateurs d'appel d'offres et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal à 2,50 et 3,50, de même que le coefficient de réserve obligatoire applicable aux banques fixé à 5,0. Pilotage de la qualité de l'éducation, le sous-secteur de l'enseignement élémentaire a réalisé de bonnes performances cette année. En réunion de partage d'expériences et d'évaluation, les acteurs de l'éducation ont fait le point sur l'année scolaire écoulée et dégagé des perspectives pour 2016-2017. Le compte-rendu de Pape Kolingom. L'année scolaire 2015-2016 a connu des mouvements de grève. Malgré tout, les résultats et les évaluations scolaires sont meilleurs que ceux des 2 dernières années, dimanche pour le sous-secteur de l'enseignement élémentaire. Cette année, le certificat de fin d'études élémentaires, le Sénégal, au niveau du Sénégal, nous avons réalisé véritablement un grand bond. L'année dernière, nous en étions à 37%. Cette année, vous avez lu les résultats qui tournent autour de 58,30%. Pour dire que c'est un bond significatif que nous sommes en train aussi d'analyser pour voir quels ont été encore les facteurs
et comment davantage accompagner pour que ces résultats soient encore meilleurs les années à venir. Ces performances réalisées cette année sont liées en grande partie à la mise en place d'un dispositif exceptionnel d'amélioration des enseignements-apprentissages. Nous avons maintenant inscrit dans les activités le renforcement pédagogique qui permet que même l'élève, s'il perdait aux heures officielles, il le récupérait à travers donc des activités de soutien scolaire pour permettre aux élèves qui sont dans les premiers apprentissages, dans les 3 premières classes de l'élémentaire, de pouvoir se rattraper par rapport aux difficultés. Par exemple, tous les élèves qui n'ont pas atteint les seuils de maîtrise en lecture, en mathématiques, nous les prenons pendant les vacances et en rapport avec la communauté et les enseignants, nous organisons des sessions de rattrapage. Toutefois, le taux d'abandon, l'implication de la communauté, le quantum horaire ont affecté les performances. Les grandes contraintes, c'était, comme je l'ai dit tantôt, le temps d'apprentissage à cause des perturbations cycliques. Souvent, on a des difficultés pour respecter ce quantum. Mais nous avons quand même su développer des stratégies, des contournements, j'allais même dire, pour que ce quantum soit respecté, malgré donc ces grèves et autres. Cette rencontre de 2 jours a été aussi une tribune pour la direction de l'enseignement élémentaire de présenter le dispositif de préparation de la rentrée scolaire. Aussi a-t-elle exhorté les acteurs et la communauté de faire des concepts Ibité Diangatei une réalité. Lors de cette rencontre, les circonscriptions de Kaffrine, Podor et Mourde ont été donc distinguées pour leurs bonnes pratiques. Les inspecteurs de ces localités ont partagé leurs expériences avec leurs collègues. Nous les écoutons. Cette activité qu'on appelle progression harmonisée et évaluation standardisée est une activité qu'on mène pour améliorer la qualité dans notre système. Chaque année, on met en place un dispositif qui permet aux enseignants de mieux organiser leur enseignement à travers les progressions harmonisées que nous avons élaborées ensemble avec les enseignants. Et ensuite, nous mettons en œuvre des évaluations standardisées durant l'année à des périodes bien précises pour évaluer, mesurer le degré d'atteinte de nos objectifs durant l'année. Je suis parti de l'idée que on ne peut pas avoir un cheval et galoper à sa place. Et j'ai fait donc travailler tout le monde avec des objectifs très clairs, avec un cahier de charge, partant de l'inspection d'académie, de l'inspection de l'éducation et de la formation, des chefs d'établissement, des directeurs d'école et même au niveau des enseignants créés dans la classe. Et ce plan triennal de relance nous a permis de nous fixer des objectifs très clairs et de mettre en place aussi les moyens. En venant en 2014 au CFE, j'ai trouvé un taux de réussite de 21%. On s'est dit, bon, pour ne pas être très ambitieux, nous allons inscrire 4 points par an. En 2016, nous avons un taux de réussite de 53%. Ça veut dire qu'en 2014 et 2016, nous avons inscrit 31 points à la place de 12 points. Pour le BFM, c'est la même chose. Et pour le bac, effectivement, nous avons fait un bond de 14 points également. Santé, le Centre national de transfusion sanguine vient de se doter d'un matériel de dépistage de près de 3 milliards de francs CFA, des outils très efficaces permettant de faire un diagnostic précis de l'ensemble des prélèvements. Cette acquisition est d'autant plus importante que les marqueurs infectieux sont importants au Sénégal. C'est le cas de l'hépatite B. Le nouveau système a été obtenu grâce à un partenariat avec la firme Roche. Les précisions de Oumar Diawa. La mission essentielle du Centre national de transfusion sanguine est de collecter et de distribuer du sang à Dakar. La sécurisation de la transfusion reste un enjeu vital et le centre cherche constamment les moyens d'accroître ses performances. C'est un outil très moderne et très efficace qui nous permet de s'assurer que toutes les poches de sang qui sont utilisées ont été testées dans des conditions de qualité les plus modernes. Ces systèmes de diagnostic moléculaire sont rapides, automatisés et d'une extrême fiabilité. Ils ont été développés par un leader mondial dans les biotechnologies, les médicaments et les outils diagnostiques. En termes d'investissement, ça devrait représenter de l'ordre de 3 milliards de francs CFA. Il y a un processus en cours d'organisation de la transfusion sanguine au Sénégal qui est très séduisant pour nous et qui nous a vraiment convaincus d'être présents pour accompagner le Sénégal.
L'intérêt pour un pays comme le Sénégal de se doter d'instruments de dépistage tient au fait que la prévalence de certains marqueurs infectieux est élevée. C'est le cas du virus de l'hépatite B qui est présent sur 12 à 15% de la population. Cela justifie la nécessité de redoubler de vigilance et de renforcer les moyens de contrôle. Les automates que nous venons d'acquérir aujourd'hui, c'est un plus de ce qui existait déjà et ça permet en tout cas de mettre notre système transfusionnel dans un standard. Le CNTS assure la tutelle technique des banques régionales de sang qui à terme devraient disposer de modules analytiques régionaux. Nous avons un plan stratégique de développement de la transfusion sanguine. Et dans ce plan, il y a ce volet investissement et ce volet investissement devrait permettre justement de créer les conditions d'une fourniture de sang sécurisée sur l'étendue du territoire. Le partenaire est disposé à explorer avec le Sénégal la possibilité d'étendre le système COBAS à l'ensemble du pays. L'ambition est de sécuriser au mieux tout le système transfusionnel pour lequel aucun accident n'est jamais banal. Et puis le ministre de la Culture et de la Communication a procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction du mausolée de Mamba Diakhouba et celui de Boursine Koumba Ndofène Famak à Fatick. Cela entre dans le cadre d'un vaste programme de réhabilitation des sites historiques du Sénégal. Pour cette année, le budget s'élève à plus de 600 millions de francs CFA. Les précisions de Claire Diop. Le geste symbolise le lancement des travaux de construction du mausolée de Maba Diakhouba à Fandang et de Boursine Koumba Ndofène Famag à Ndofane Nomade, des villages dans la commune de Thiaré à Diakhao, région de Fatick. L'activité rentre dans le cadre de la politique de réhabilitation et de préservation des sites et monuments historiques du Sénégal. Pour tous, vous savez ce que représente pour le peuple sérère, mais également pour la communauté Halpulaar de Nioro. Cette histoire qui a opposé Maba Diakhouba, le marabout, à Boursine Koumba Ndofène Famak, le roi du Sine. Depuis tout le temps, nous avons essayé de préserver ces lieux de mémoire, ces lieux historiques. Beaucoup d'autres sites de la région de Fatick vont bénéficier du projet. L'idée est d'en faire de hauts lieux touristiques et de pèlerinage avec des aménagements modernes. À côté de ce mausolée, principalement de celui de Maba Diakhouba, il a été décidé de créer une bibliothèque. Le projet n'est pas abandonné, d'autant plus que nous avons au niveau du ministère une direction qui s'occupe et de la lecture et du livre. À l'ère de la territorialisation des politiques publiques, la promotion de la culture des terroirs est plus que déterminante. Un inventaire est fait. Environ 331 sites historiques sont répertoriés à l'intérieur du pays. L'ambition de l'État est de les réhabiliter tous. Le financement pour cette année-ci tourne autour de 675 millions répartis au niveau national. Mais nous avons espoir qu'avec déjà tous ces travaux lancés, les populations s'y retrouvent. Ces populations se réapprient leur patrimoine et ce sont également des traceurs. On va mettre des fléchages qui vont permettre peut-être au tourisme de voir du côté religieux. Et du coup, oui, parce que le tourisme intérieur est encore un peu secondarisé au Sénégal. On s'arrête au balnéaire et il est temps d'aller visiter à l'intérieur du pays. On est en train de mettre en place des produits d'appel touristique religieux et culturels. Les populations s'identifient à ces lieux de mémoire qui retracent leur histoire. Selon le ministre de la Culture, la réception des édifices est prévue d'ici 4 mois. Et pour la tenue des 2 rakas prévus ce lundi 5 septembre 2016 à Saint-Louis, un plan de circulation a été défini. Ceci en vue d'assurer une parfaite fluidité dans le périmètre communal. Cette disposition pratique est accompagnée d'un arrêté préfectoral allant dans ce sens, nous dit Lamine Touré. Cette année, un comité de sécurité a été organisé, compte tenu du contexte, à l'issue de laquelle un plan global d'opération impliquant toutes les forces de défense et de sécurité a été concocté. Et rien que pour sécuriser la ville de Saint-Louis. Une priorité absolue à la sécurité des pèlerins à l'occasion de la 38e édition des 2 rakas de Saint-Louis. À la circulation d'abord, un plan opérationnel a été défini pour les véhicules en provenance de Dakar. L'itinéraire est ainsi établi. Pour les véhicules qui viennent de Dakar par la route nationale numéro 2,
arriver à hauteur de la gare routière, au niveau de la première intersection, s'ils n'ont rien à faire à Saint-Louis, s'ils n'ont pas un besoin à Saint-Louis, ils peuvent passer par la digue goudronnée, contourner complètement la ville de Saint-Louis jusqu'au niveau du rond-point de Khor. Arriver au niveau du rond-point de Khor, ils peuvent tourner à droite, aller vers le village de Ngalel, vers le village de Bango et continuer sur Rosso. Si ces véhicules-là, qui viennent toujours sur la nationale, veulent aller à l'intérieur de Saint-Louis, ils peuvent continuer sur la nationale numéro 2 jusqu'à hauteur du carrefour Médine-Bois. Ensuite, toujours à partir de la RN2, mais cette fois-ci sur l'axe Rosso-Saint-Louis. Les véhicules qui viennent de Rosso, quand ils vont prendre la nationale numéro 2 jusqu'à hauteur du rond-point de Khor, à partir du rond-point de Khor, ils remontent vers la route de Khor, s'ils ont quelque chose à faire à Saint-Louis. Mais comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, s'ils n'ont rien à faire à Saint-Louis et qu'ils veulent aller à Dakar, ils peuvent ne pas entrer dans la ville de Saint-Louis. Pour accompagner ces mesures de fluidité, un arrêté préfectoral a été pris. Le préfet de Saint-Louis a pris des arrêtés. Ces arrêtés concernent d'abord l'interdiction de circulation des véhicules hippomobiles et des véhicules à bras sur d'abord l'avenue Charles de Gaulle, dans les deux sens, ensuite sur tous les axes de circulation de l'île, dans le quartier nord comme dans le quartier sud, et enfin sur l'avenue Serigne Mourtada Mbacké au niveau de la langue de Barbarie. Sans oublier les activités de loisirs, la baignade précisément. Il est interdit dans la journée du 5, toute baignade sur les plages de Saint-Louis, notamment dans la langue de Barbarie et au niveau des berges du fleuve Sénégal. Ces dispositions, pour la plupart, vont entrer en vigueur à partir du 4 et cela jusqu'au 5 septembre 2016, date de la tenue officielle des Deraka de Saint-Louis. L'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est demain. Comment se déroule le scrutin? Comment sont recensés et proclamés les résultats du vote? Notre reporter Maman Moussania a tenté d'en savoir un peu plus. Le scrutin ne dure qu'un jour. Il a lieu un dimanche. Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'un assesseur, d'un secrétaire désigné par le préfet parmi les fonctionnaires de l'État de la hiérarchie A ou assimilée et d'un représentant inscrit sur une liste électorale du département par liste de candidats ou par candidat en qualité de membre. Chaque membre du bureau de vote est destinataire du procès-verbal des opérations électorales. Une copie est obligatoirement remise aux représentants de la Sénat ainsi qu'au préfet pour les archives du département. D'abord au niveau du bureau, le président, à la fin des opérations, proclame les résultats par affichage. Ensuite, l'original, n'est-ce pas, de son procès-verbal est mis sous scellé et envoyé au président du tribunal d'instance. Et que cette élection doit se passer dans les normes qui sont édictées pour qu'une élection puisse être considérée comme une élection normale et qui a sorti des résultats sincères. La Commission nationale de recensement des votes est mise en place et organisée conformément au code électoral. Et ce n'est qu'après avoir collationné l'ensemble de ces que le tribunal, la Commission départementale nationale proclame les résultats provisoires pour l'ensemble, n'est-ce pas, des départements. La Commission doit le faire au plus tard le mercredi qui suit le 4, c'est-à-dire le 7. Et sur ce plan, le Sénégal a tous les outils légaux pour le faire. Et durant ce scrutin, il n'y a aucun problème, ça se passera comme ça s'est passé pour les élections passées. Dès la proclamation provisoire des résultats, les procès-verbaux et l'ensemble des pièces sont transmis au Conseil constitutionnel. Place à carnet vacances. Samedi dernier, nous vous parlions des accessoires pour aller à la plage qui sont très prisés. Côté maillot de bain, ce sont les trikini et tinkini qui arrivent en tête. Certains vendeurs ont même écoulé leur stock. Les vacanciers ne lésinent pas sur les moins pour se procurer des tenues de plage chic et tendance. Aminata Mbengue fait le reportage. En cette période de vacances et de canicule, les plages sont des lieux très prisés. Et c'est un peu la ruée vers les tenues de baignade. À Sandaga, tout comme sur la cour